Bonjour ou bonsoir à toutes et à tous, où que vous vous trouviez aujourd'hui pour ce nouveau webinaire. Nous avons le grand plaisir d'accueillir François Quézin, connecté depuis la France et plus précisément de Dijon. François va nous présenter l'accompagnement des équipes de projet de demain. Bonsoir François. Bonsoir Liotis, bonsoir l'équipe, bonsoir les synergiens. Alors François, comment vas-tu? Comment te sens-tu? Formidablement bien. Vraiment, je suis zen, je crois. Oui, je me sens très bien. Oui, merci. Alors François, tu es à l'origine de nombreuses créations d'équipes dans différents pays, car on peut le dire, tu es un globe-trotter. Je reviens sur ton exercice pré-webinaire, car on entend qu'il est important pour toi d'être heureux. Alors je voudrais te poser cette question. Quelle technique utilises-tu afin de transmettre cet état d'esprit autour de toi? Il y a un mot qui me vient à l'esprit, c'est match, matcher. Et dans les équipes, c'est de relier les uns les autres, de se relier aux autres. Et quand on est heureux, on transmet tout ça aux autres et on reçoit le bonheur des autres par des gros tuyaux comme ça. Moi, je travaille dans l'eau, des gros tuyaux comme ça. Et alors j'imagine que beaucoup ne s'en doutent pas, mais il faut savoir que nos webinaires sont généralement prévus longtemps à l'avance, environ 1 an et demi. Donc François, comment s'organise-t-on pour ce genre de projet et que retiens-tu de ces 18 mois de préparation? Ah, c'est une question forte celle-là. Je ne sais pas si je me suis préparé. Ce que je sais, c'est que j'ai pris conscience que j'allais partager tout ça avec vous. Et cette prise de conscience m'a permis de me mettre un peu dans le balcon par rapport à ce que je faisais moi-même il y a plus d'un an. Il y a beaucoup de choses qui se sont passées depuis. Et c'est ça, c'est la prise de conscience, prise de recul par rapport à ce que je faisais. Maintenant, me préparer pour aujourd'hui, oui, peut-être, je ne sais pas. Tu t'es préparé à nous rendre heureux? C'est des grands mots, cela. Je vais vous partager une passion, ça c'est sûr. Oui. Alors François Quézin, belge d'origine, né en Argentine, aujourd'hui basé en France. François, tu es coach d'affaires, certifié PCC par la Fédération internationale de coaching, ancien président d'ICF Grand Ouest en France pendant 2 ans, formateur et mentor de coach au sein de l'École québécoise coaching de gestion. Docteur en biologie des universités de Buenos Aires et de Illinois, tu as mené des recherches et études systémiques environnementales liées à la protection des milieux aquatiques et bassins versants en France et en Amérique du Sud. Fort de ton expérience opérationnelle au sein d'un partenariat franco-argentin des services d'eau de la ville de Buenos Aires, tu as été amené à occuper des postes de direction et conférencier, notamment dans les métiers de l'eau, de l'énergie, des déchets et de l'aluminium chez Suez, Alcan et Novelis. À Suez, tu es à l'origine du premier rapport développement durable au sein des entreprises françaises du CAC 40 et tu as contribué aux accords sur les objectifs du Millennium 2015 liés à l'eau, à l'assainissement lors du sommet mondial du développement durable à Johannesburg en 2002. François, tu deviens ensuite entrepreneur dans le développement des potentiels et des synergies interculturelles avec près de 3000 heures de coaching à ton actif. Aujourd'hui, tu gères Morena Coaching International en partenariat avec un réseau de coachs sur les 4 continents avec comme projet majeur la plateforme de coaching Fish Tank. Tu as travaillé ainsi dans plus de 20 pays en accompagnant des entreprises publiques et privées visant une meilleure performance, dont des sociétés liées au service des eaux, notamment en France, Croatie, Argentine et République dominicaine. Tu aimes aussi former des leaders et des opérateurs et animer des sorties stratégiques au vert d'équipes dirigeantes dans la forêt dominicaine ou dans les Alpes suisses comme les Andes chiliennes en passant par la Pampa argentine. François, on peut le dire, tu te réinventes chaque jour dans ta vocation d'accompagner et créer des liens forts entre les personnes entreprenantes pour un avenir meilleur.
Tu formes des étudiants de master des écoles d'administration d'entreprise des universités de Nice, Dijon, Prague et Paris-Saclay sur la gestion moderne des équipes de projet et la communication interculturelle. Dès le début de la crise sanitaire, François, tu lances Coaching pour tous, un programme virtuel et gratuit en 3 langues. Tu es également co-auteur du livre Intelligence et compétences émotionnelles en entreprise, perspectives multiples. Tu as d'ailleurs rédigé avec Jean-Luc Pining, que l'on salue, l'article L'accompagnement des salariés, émotions et coaching, suite notamment à votre expérience commune en Afrique en lien avec le coaching de groupe. Enfin, parmi tes passions, on peut citer la mer, la musique, la Méditerranée, l'orchestre philharmonique, le festival des terrasses du Bel Air à Avallon, les projets de jeunes talents sous le concept Concert Match et surtout tes enfants, car tu es l'heureux père de 6 enfants. Alors François, maintenant qu'on te connaît un tout petit peu mieux, que pourrais-tu rajouter pour que l'on puisse en savoir davantage sur toi? Il y a seulement 1 heure que j'ai eu cette idée de vous partager l'anecdote suivante. J'étais dans un covoiturage pour venir à Dijon et je me suis souvenu d'un moment extrêmement fort dans ma vie qui m'a rendu ensuite biologiste et plus particulièrement biologiste des eaux, n'est-ce pas? Eh bien, j'étais au lycée, j'étais très jeune et mon père m'avait fait cadeau d'un livre qui s'appelle Le monde du silence. Je vous partage ça parce qu'il y a du coaching là-dedans, il y a le côté biologiste, etc. Il y a le côté matching entre les gens. Bon. Et donc, ce livre-là m'a passionné. J'ai pris à peine 2-3 jours pour le lire et j'ai su la semaine suivante, comme ça, que le commandant Cousteau venait en Argentine avec son bateau, la Calypso, pour aller filmer, tourner son film en fait en Antarctique. Voilà, que sans doute un bon nombre de personnes qui nous écoutent l'ont vu. Et donc j'ai fait ma seule et première en fait école buissonnière. J'ai quitté le lycée français, j'ai pris un bus et j'étais dans le port, sans savoir où j'allais, vraiment. Mais il y avait quelque chose qui m'appelait. Et je suis arrivé, il pleuvait, mais c'était, vous savez, quand il pleut à Buenos Aires, il pleut, quoi. J'étais complètement mouillé. J'arrive et je vois la Calypso, le commandant Cousteau tout seul, en train d'essayer de communiquer avec un groupe d'étudiants universitaires. Eux, ils avaient leur parapluie, le commandant Cousteau n'en avait pas, et moi non plus. Et donc, tout de suite, j'ai dit, je peux traduire l'espagnol au français, le français à l'espagnol. Et j'ai fait ça pendant, je sais pas, une petite demi-heure. Et une fois qu'on a terminé, les étudiants sont partis. Le commandant Cousteau m'a dit, merci, viens fiston, accompagne-moi. Et c'est comme ça que je suis rentré dans la Calypso avec lui, sa femme Anne. Son fils Philippe n'était pas là, mais il y avait le capitaine du bateau, en fait, qui très malheureusement, 15 jours après, dans l'île de la Déception, se faisait décapiter par un hélicoptère, en fait. D'ailleurs, on voit dans le film la suite, en fait. Et il m'a fait visiter tout le bateau et tout ça. Et aujourd'hui, j'ai envie de vous dire, waouh, je suis fier de cette expérience. Il y a beaucoup de choses qui se sont passées qui aujourd'hui font la personne que je sens être, n'est-ce pas? Et là, aujourd'hui, j'ai une image, c'est j'ai pu être l'accompagnateur du commandant Cousteau, étant donné qu'il m'a demandé de l'accompagner. Voilà, je voulais vous partager ça. C'est un coup de cœur, quoi. Et c'est très en lien avec les groupes, les projets, la mer, donc pas mal de choses que tu aimes bien. Absolument, absolument. Alors, tu vas nous parler de l'accompagnement des équipes de projet de demain. Qu'est-ce qui t'a poussé à nous présenter ce webinaire plutôt qu'un autre? Eh bien, bon, je reviens au fait que je suis un biologiste, en fait, qui s'est frotté au monde de l'entreprise, au monde de l'ingénierie, de l'environnement, de la gestion des équipes, des projets. Et maintenant, c'est depuis plus de 10 ans, c'est le coaching, en fait, c'est l'organisation d'événements musicaux, c'est la musique, le développement des jeunes coachs, des jeunes musiciens, leurs projets qui m'animent, en fait. Et tout mon vécu, ben, je garde ça en toile de fond, si vous voulez, pour fonctionner au mieux dans le coaching et dans l'accompagnement. Et
j'ai appris tout ces temps-ci à travailler avec les générations nouvelles, en fait. Mes enfants sont tous de la génération Y, le Y, mais aussi Z aussi. Mes deux dernières ont 15 ans et 17 ans seulement. Donc, je vis dans un monde de jeunes et j'ai envie de vous partager ça, quoi. Et j'ai travaillé dans Morena, j'ai d'ailleurs mon équipe ici qui a contribué pendant un an à l'élaboration de Fish Tank. Voilà, je suis tout le temps avec des jeunes étudiants et j'ai envie de vous partager quelque chose. Sans doute, il n'y a pas de grosses découvertes pour vous. C'est simplement mettre des mots à des éléments qui m'habitent par rapport aux projets d'aujourd'hui et les projets de demain tels que je les vois. Voilà. Merci François, je t'invite à commencer ta présentation et moi, je m'éclipse et reste connecté vocalement, comme d'habitude. Merci Otis. Voilà, ce que je voudrais vous partager en fait aujourd'hui, c'est quelque chose en 4 chapitres en fait. Le premier, comment je vois les changements accélérés de société et les enjeux aujourd'hui. Sans doute vous n'allez pas découvrir grand-chose, mais je vous le partage tel que je les vois. Ensuite, 4 expériences vécues, parmi d'autres, des expériences qui parlent un petit peu de ça, de la gestion des projets avec les jeunes et les moins jeunes. Et ensuite, un chapitre sur les apprentissages, qu'est-ce que j'en tire au clair en fait. Et enfin, bien sûr, formidable, l'échange avec vous, les participants, au travers des questions-réponses. Alors, voyons un petit peu les changements accélérés de société hein, au sein des organisations aussi et des équipes de projet. Quel est un peu l'impact en fait. Voilà. Alors, je vous préviens, j'ai quelques petits dessins animés qui ont été faits par un client metteur en scène qui, pour me payer les séances de coaching, a fait ces dessins. Et voilà, vous en aurez quelques-uns qui vont défiler comme ça. Hein. J'espère ne pas heurter les sensibilités. C'est son interprétation de ce que je vais vous dire. Alors, à propos des émergences économiques, de la croissance démographique et l'urbanisation, aujourd'hui, comment je le vois, et vous sans doute aussi, c'est que alors que la croissance démographique et l'urbanisation s'accélèrent, un nouvel ordre économique et géopolitique s'installe, notamment avec l'essor économique de l'Asie. 1 milliard de personnes supplémentaires au cours des 12 premières années de ce millénaire. 1 milliard. En 2015, plus de 50% de la population se retrouve dans les zones urbaines, ce qui nous fait vraiment réfléchir à propos de la durabilité des ressources de notre planète. Eh oui, c'est comme ça que mon ami metteur en scène voit le monde, n'est-ce pas? Alors oui, les crises sanitaires, on est en plein dedans. On a commencé par la vache folle, n'est-ce pas? La grippe aviaire, le Covid-19, je ne vous fais pas un dessin là-dessus, mais bon, c'est évidemment quelque chose qui nous habite énormément en ce moment, la crise sanitaire. Les crises environnementales, je ne pensais pas que ça allait aller si vite. Le changement climatique, le CO2, waouh! Je pensais que c'était mes petits-enfants qui allaient être affectés et plus. Non, c'est mes enfants, peut-être nous-mêmes en fait. Voilà, donc crise environnementale veut dire des préoccupations environnementales liées à la destruction des forêts, des pesticides, le carbone, le changement climatique, oui. Et que dire du rapport à l'espace où la mobilité aujourd'hui remplace l'enracinement dans le terroir. En tout cas, avant le Covid, c'était comme ça, quoi. Alors, ces changements conduisent à un nouveau modèle de consommation qui se met progressivement en place sur des circuits d'approvisionnement et de vente en ligne, l'échange ou le troc pour accéder aux biens sans avoir à passer par les entreprises intermédiaires. C'est ce qu'on assiste à ce phénomène. Avec une consommation dite collaboratrice, eh bien, les acheteurs ne sont pas prêts de perdre leur confort, mais ils sont prêts à acheter autrement, du café au smartphone certifié équitable. Donc, voilà ce qu'on est en train de vivre autour de nous. Alors aussi, et ça c'est pas nouveau, la relation au temps et au stress, ce rapport au temps change aussi brutalement dans la course à la rentabilité, le stress, la financiarisation, je dirais, de l'économie, et bien sûr les crises qui viennent. Hein. Alors parlant de crise, c'est paradoxal parce que d'un côté on a une meilleure régulation, je dirais mondiale. Hein.
on assiste à un développement d'une régulation internationale, d'une sorte de transparence bancaire et fiscale dans les États, mais en même temps, on a des crises financières comme celle de 2008, celle de 2010 et celles qui vont venir, en fait, évidemment. Alors maintenant, les nouvelles générations dont je vous parlais, en commençant par la Y ou l'Y, Y de pourquoi en fait, la génération Z, n'est-ce pas? Eh bien, l'individu lui-même, il évolue très vite. Ces générations-là, en fait, des années 80, 90 et plus, en fait, elles sont déjà au pouvoir pratiquement, elles sont toujours à la recherche d'un nouveau sens dans leur choix de vie. Vivre ici et maintenant, sans trop d'attente envers un futur très incertain, tout en ayant plusieurs projets en même temps. Voilà comment je les vois, si je peux me permettre de résumer un petit peu ça. Voilà. Alors, oui, parlons un peu de la diversité des moyens de communication, oui. On a un passage de la pensée texte, je dirais, à une pensée plutôt image. Et le monde virtuel qui remplace le monde réel, en fait. La communication de tous avec tous et une diversité de moyens et de communication qui explose, en fait. Ce qui est en jeu et qu'Internet a vraiment provoqué, ce sont les relations humaines et la complexité des phénomènes relationnels, n'est-ce pas? Mais il est clair qu'au-delà de ces échanges, en fait, il y a des situations partagées assez uniques, des affinités partagées, des valeurs partagées, des défis partagés qui se mettent en place et de nouvelles communautés qui vivent avec. C'est ce nouveau monde dans lequel l'entreprise et ses employés se développent. Alors, oui, il y a des choses incroyables qui se passent, c'est déjà maintenant, quoi. Oui, bon, voici une image donc de nos enfants, finalement, comment ils travaillent. C'est comme ça que mes filles travaillent dans leur chambre. C'est comme ça, effectivement. Eh bien, aussi, elles peuvent traduire de manière instantanée avec leur smartphone un texte dans n'importe quelle langue en parlant avec ce smartphone, quoi. Voilà. Alors, ça, c'est pas tout de suite, mais ça va venir très vite, à mon avis. La robotique personnelle. Nos ordinateurs, ils seront capables de déduire et de développer des répliques du cerveau en termes de pensée et d'émotion. Moi, ça m'inquiète un peu, mais bon, ça va venir, ça va venir. Un simple sourire, un geste d'agacement ou une simple pensée seront interprétés par des capteurs qui déclencheront des comportements de la robotique personnelle, disons. Et ça va, je crois, à aligner quelque part nos croyances, nos attitudes que les gens ne voient pas, qu'on a à l'intérieur, les pensées et les gestes, ce qu'on voit, les comportements. Ben, pour certains, ça peut poser un problème, effectivement. Certains qui cachent leur jeu, n'est-ce pas? Alors, qu'en dites-vous de la vie personnelle, vie professionnelle? 80% de tous mes coachés depuis que j'ai commencé le coaching me demandent d'ajouter un objectif de séance ou de programme en fait, qui a beaucoup à voir avec où mettre le curseur entre vie personnelle et vie professionnelle. C'est impressionnant, le besoin qu'il y a derrière ça. Alors, trouver notre équilibre entre vie personnelle et professionnelle tout en respectant nos espaces et besoins, c'est en vivant le moment présent, en fait, et notre relation à nous-mêmes et aux autres que nous préparons, je dirais, un avenir meilleur, en fait. Donc, c'est hyper important, en tout cas pour moi. Et franchement, j'ai pas du tout réussi à le trouver. Trouver la place du curseur entre vie professionnelle et personnelle, pour moi, c'est un tout. Mais bon, j'en suis conscient et je sens que je dois m'améliorer fortement là-dessus. Mais voilà, pour moi, c'était important de vous le partager, en tout cas. Voilà. Alors, bien sûr, c'était important aussi, je le vis tous les jours, c'est pour ça que je vis dans une ville de 7500 habitants, à Vallon, à une centaine de kilomètres d'ici. Voilà, on essaye de trouver un monde plus humain, plus vert, en fait, en tout cas se donnant le sentiment de construire un nouveau monde plus humain, vert et durable, n'est-ce pas? Voilà. Alors on est, pour conclure un peu cet aspect-ci, oui, on est tous d'accord qu'on est dans une société qui change très 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 vite.
On se trouve donc face à de nouvelles façons de penser, de communiquer, de consommer, des interculturalités au pouvoir, hein, n'est-ce pas, des préoccupations environnementales croissantes à des qu'elles ont vraiment des impacts importants et globaux, mondiaux, hein, n'est-ce pas? Et c'est incroyable qui vient vers nous très très bientôt, en fait, n'est-ce pas? Les recherches et les développements actuels montrent que c'est incroyable. Qui vient, c'est quoi? C'est des véhicules guidés par des capteurs qui viendront nous chercher tout seuls, calculés d'une manière très différente, une pensée binaire qui s'effondre, des ordinateurs qui vont centupler leur capacité de calcul, justement par ce changement de binaire à non binaire, je dirais. L'intelligence artificielle, qui m'inquiète d'ailleurs, sera partout, la tablette aussi flexible que du papier. Enfin, nous déléguerons une grande partie de nos tâches cognitives à la technologie, mémoire, tâches, des tâches répétitives, enfin, le sens de l'orientation, c'est déjà en place, le GPS, bien sûr, l'organisation pour nous concentrer, tout ça, sur la création. On va faire la différence avec la créativité, en fait. Et oui, la créativité s'accélère aussi, déjà. En 2012, on avait 2 millions de brevets déposés dans le monde. 3 300 000 en 2018 et plus de 65% en 6 ans seulement. Un seul fabricant de portables a déposé une fois 6 500 brevets pour la téléphonie, pour les portables en fait, en un an. C'est dingue, hein? Voilà. En même temps, nous passons, je dirais, petit à petit de l'ère de l'action, hein, à l'ère de l'être. C'est ce que cherchent nos jeunes en fait, être. Alors, j'aimerais bien, et oui, Yotis, j'aurais besoin de toi, de faire un petit sondage comme ça. Quelle tendance vous semble correcte pour vous, ou pertinente, ou vraisemblable en fait? J'ai imaginé ces 3 phrases, et je serais curieux de savoir qu'est-ce qu'on répond derrière. Un, c'est le nombre et la taille des entreprises augmentent dans le monde. Hein. Deux, c'est les PME qui deviennent de plus en plus nombreuses pour vous. Est-ce pertinent ou pas? Et moi, je m'attache beaucoup aux relations. Vous savez, ces relations de pouvoir entre entreprises, petites et grandes, etc., elles s'accentuent ou est-ce qu'elles diminuent pour vous? Merci, Yotis. Alors, on lance le sondage. Donc, quelle tendance vous semble correcte? Vous avez la possibilité de cocher plusieurs options, donc n'hésitez pas. Le nombre et la taille des entreprises augmentent. Les PME deviennent de plus en plus nombreuses. Les relations de pouvoir entre elles s'accentuent. Les relations de pouvoir entre elles diminuent. Vous êtes déjà presque 80% et voici les résultats. Donc 70% des votants, les PME deviennent de plus en plus nombreuses. 57%, les relations de pouvoir entre elles s'accentuent. 27%, les relations de pouvoir entre elles diminuent. Et 26%, le nombre et la taille des entreprises augmentent. Wow, je suis un petit peu surpris, effectivement. Les relations de pouvoir augmentent, hein, à 57%. J'ai pas le sondage devant moi, mais ça m'a assez marqué. Waouh, alors que dans un avenir peut-être lointain, je sens que ça va diminuer. Voilà. Les grandes entreprises, elles augmentent, oui, oui, en effet. Mais vous avez tous dit, ou un grand nombre, les PME, en fait, augmentent et augmentent. Alors, aujourd'hui, bon, on est dans un pays comme la France, on est au Québec, etc. On est dans le monde de la OCDE, n'est-ce pas? Donc, j'ai été voir un petit peu ce qui se passe dans l'OCDE. En fait, c'est le monde dans lequel on baigne. Bien que moi, je voyage souvent en Amérique latine, évidemment, c'est pas forcément tous des pays de l'OCDE, mais voilà notre réalité. Alors, ce que je pourrais vous partager, c'est que si l'évolution de la population des PME dans les pays de l'OCDE est stable, figurez-vous, elle est stable depuis quelques années, hein, eh bien, il y a quand même une nouvelle dynamique qui s'enclenche dans les activités fortement exposées à la transformation numérique. Et vous le voyez dans ce graphique à gauche, en fait, entre 2010 et 2016, donc seulement 6 ans, on assiste dans les pays, pratiquement tous les pays de l'OCDE, à un changement de l'ordre de 5 à 10% en fait, qui a
plus de PME liées surtout à cette technologie, pas tellement dans les autres. Alors, qu'en est-il des PME en général et leur productivité? Eh bien, les entreprises moyennes de services sont en général plus productives que les grandes. Et ça, on peut le voir dans ce graphique où la partie orange représente les grandes entreprises de plus de 250 employés, n'est-ce pas? Et vous voyez que la partie basse, qui est bleu ciel ou bleu foncé, etc., ce sont toutes des très petites entreprises ou moyennes entreprises. Eh bien, pour un bon nombre de pays de l'OCDE, on est à plus de 50% aujourd'hui de PME, je dirais, en termes de valeur ajoutée, hein, n'est-ce pas? De valeur ajoutée. Waouh, c'est intéressant. Bon, ça c'est le présent, n'est-ce pas? Alors, l'entreprise et les équipes de projet de demain. Ça, je trouve, je voudrais vous partager, c'est une sorte de conviction que j'ai, mais je suis très ouvert à qu'on on me conteste cela, évidemment. Parce que, effectivement, quand on voit aujourd'hui dans le monde qu'il y a des restructurations, des grandes entreprises qui attendent à ce que la start-up, en fait, se développe un petit peu et l'achète aussitôt, en fait, évidemment, la tendance paraît être différente à celle que je vais vous partager. Mais je parle d'un court ou moyen terme, en fait, comment je vois les choses, n'est-ce pas? Alors, au niveau organisationnel, quels sont les principaux points à considérer dans l'entreprise de demain? Eh bien, à la lumière de ce que nous avons dit plus avant, je dirais, il faut s'attendre à davantage de restructuration, de fusion, de délocalisation, n'est-ce pas? Il faut s'attendre aujourd'hui aussi à ce que 60% des changements organisationnels n'atteignent pas leurs objectifs, ou du moins partiellement. Et surtout là où la dimension humaine et les interculturalités ne sont pas suffisamment prises en compte. De nos jours, il est relativement facile d'obtenir des informations. Très facile, je dirais. Mais il est nettement moins facile de gérer la complexité des relations humaines, ce qui rend imaginable la perspective d'une nouvelle crise politico-économique et financière de très grande envergure. Malheureusement, moi je sens que ça va venir, dont l'impact va secouer ces grandes organisations au point de les faire perdre leur contrôle et leur capital humain. Allons dans l'analogie qu'utilise un biologiste, les glaciations, hein, où ce sont principalement les animaux de faible taille qui ont survécu. Et oui, et comme ça, l'histoire nous l'apprend. Eh bien, nous partons du principe que la capacité d'adaptation ou la plasticité du corps vivant, hein, comme une entreprise, comme votre corps, comme le mien, hein, c'est d'être en phase avec l'environnement pour assurer la survie et le succès, n'est-ce pas? Le succès reproductif surtout. Eh bien, nous voyons donc l'avenir de l'entreprise comme celui d'une constellation de petites entreprises qui sont partout, en fait, hein, notamment d'unités de petite taille, c'est comme ça que je le vois, étroitement liées autour de valeurs, d'objectifs, hein, et de solutions collaboratives et efficaces, où les relations de pouvoir, eh oui, elles sont minimales, elles ne s'accentuent pas, elles vont dans la direction contraire. C'est peut-être un idéal, peut-être je suis dans l'utopie totale, vous me le direz, hein, vous me le direz. Mais à la lecture de ce que vous avez écrit quand même, suite à mon pré-webinaire, en fait, le petit vidéo que je vous ai passé, et d'ailleurs, je voudrais remercier toutes les personnes qui ont répondu à ma question, c'est quoi l'entreprise de demain pour vous? Eh bien, moi, je me sens assez proche de ces témoignages-là, et ces témoignages sont relativement proches de ce qu'il y a dans ce slide. Mais après, on en reparlera, n'est-ce pas? Donc, voilà. Alors, et oui, dans ce contexte-là, la créativité et la culture adaptative seront, je dirais, des facteurs de croissance essentiels de ce réseau d'entreprises. Les personnes seront davantage interconnectées et crédibles, en fait, ouvertes à l'intelligence des actions collectives, en fait, et en interne comme en externe. Et oui, et dotées d'une plus grosse porosité, c'est-à-dire l'échange avec l'extérieur. Hein, la porosité de l'entreprise qui lui permettra une expansion de ces échanges, n'est-ce pas? Hein,
Et donc, quand je parle de porosité, je pense à l'homéostasie. On a écrit un article sur l'homéostasie quand on était, enfin, il y a quelques années, en fait. Eh bien, si je résume, l'homéostasie d'un écosystème, c'est celui qui lui permet de résister aux changements, aux perturbations et de conserver un certain équilibre. Voilà un petit peu comment je vois les choses en ce moment. Alors, permettez-moi de vous donner quelques points d'ancrage, en fait, quelques expériences vécues, plutôt quatre, en fait, j'ai choisi. Une, bien évidemment, dans le domaine des eaux. Je ne travaille pas qu'avec les eaux. J'ai fait plus de travail, d'ailleurs, avec des experts comptables dans des réseaux comme Grant Thornton, etc., qu'avec les eaux, mais en coaching, n'est-ce pas? Mais bon, vous savez que ma passion est quand même dans les eaux et je continue à accompagner maintenant comme coach et non pas comme consultant des sociétés d'eau. Hein. Donc, les services des eaux dans la République dominicaine, euh, un pays en voie de développement, où il y a des familles qui n'ont parfois pas accès à l'eau les 7 jours sur 7. Ensuite, j'ai eu le plaisir de travailler avec un bureau d'études qui est devenu assez grand finalement en Suisse sur l'écologie urbaine et industrielle. Et ils ont des filiales un peu dans d'autres pays, des pays en voie de développement, l'Inde, il y a le Maghreb, la Colombie, etc. Aussi un petit peu de partage à propos des startups, plutôt en France et dans le cadre de mes actions à l'université, hein, comme l'a mentionné Iotis en fait. C'est un monde de jeunes en études, en Master 2 en particulier, qui souhaitaient créer, et qui l'ont fait pour certains, des startups. N'est-ce pas? Et enfin, le monde de la musique, une de mes passions, évidemment, où il a fallu monter et accompagner une organisation sans but lucratif, en fait, pour l'organisation d'un festival où les jeunes et les moins jeunes musiciens jouent sur scène et trouvent leur passion dans leur découverte, voire pour certains leur professionnalisation liée au spectacle vivant, n'est-ce pas? Voilà. Donc commençons par les services des eaux. Voilà, vous voyez avec les équipes de direction d'une entreprise, en fait c'est les entreprises publiques des eaux de la deuxième et troisième ville dominicaine, Santiago de los Caballeros et San Cristóbal, n'est-ce pas, qui font 1 million d'habitants desservis et 600 000 habitants pour la deuxième, en fait, et dont une partie de la population frôle le seuil de pauvreté. Hein. Même si c'est en République dominicaine, je peux vous assurer qu'il y a beaucoup de pauvres là-bas. 2500 employés, une centaine de responsables d'équipe. Eh bien, les projets de coaching, j'ai fait ça pendant 1 an, j'y allais tous les mois. En fait, il y avait un planning, tout s'est réalisé dans le timing et le budget imparti pour l'accompagnement. Malgré l'alternance politique habituelle qu'il y a dans ce pays, l'intrusion de personnel pistonné et non qualifié dans leur poste et l'incertitude générale régnant dans l'entreprise, il s'agissait donc d'animer un personnel, et encore maintenant à San Cristóbal, qui est résilient, adaptatif et résigné à un avenir incertain. Voilà ce que j'en tire un petit peu comme conclusion, tout en vous disant que j'ai eu le grand plaisir de mettre en pratique une sorte de modèle que j'ai développé et que j'ai partagé avec mes confrères en fait de Morena Coaching, dont Jean-Luc Penning bien sûr, le programme Trust, Go and Touch en fait, qui consiste avant tout de faire de sorte que quand on arrive dans une société qui est vraiment en voie de récupération, ben, les faire travailler sur les moyens du bord et de créer de la confiance en eux-mêmes. C'est pour ça que j'appelle trust cette partie-là, cette phase-là, et pas demander de l'argent à la Banque interaméricaine de développement ou la Banque mondiale tout de suite, mais de créer de la confiance interne d'abord, et c'est ce qu'on a fait, et ça marche, je vous le jure, avec de l'accompagnement qui va depuis le diagnostic, l'identification des stakeholders, le SH, là que vous voyez, le coaching, mentoring, la formation, le conseil, et le bilan de temps en temps, mais surtout dans les premières phases, n'est-ce pas? Eh bien, ça, vous voyez à côté, sur le tableau, sur le graphique, ça, c'est la manière dont les gens eux-mêmes ont perçu le changement. Et vous voyez qu'ils n'étaient pas loin du go, en fait, de la fin du go. Et pour certains, c'était déjà le touch, non? Mais bon, ils ne sont pas encore arrivés là. Mais bon, il y a eu des gros progrès en partant des quick wins, en fait, des actions à gain rapide qui leur donnent beaucoup de confiance. Alors maintenant, je m'en vais en Suisse. Oui, cette société, c'est super. On a fait des brainstorming, des outdoors dans les Alpes, c'était marrant, les fondus, enfin, c'était très bon. Et je les ai aidés en fait avec plusieurs outdoors en fait à se constituer, à avoir plus de cohésion. On était parti sur une gestion de conflits.
ça s'est terminé par un groupe très uni, interculturel. Et donc, aujourd'hui, les jeunes, des jeunes de haut niveau sont recrutés et c'est presque systématique. Il y a du coaching qui les accompagne en fait. Donc, il y a de l'accompagnement de l'organisation. Je fais ça depuis 3 ans. Maintenant, j'ai terminé avec eux un programme et je suis plus dans le coaching individuel ou d'équipe en fait. Hein. Et bon, c'est formidable comment ça avance. Et là aussi, ils ont un avenir très incertain. Et on met le focus là, oui, sur 3 éléments importants dans la gestion des projets. C'est le plan ressources, en particulier le plan ressources humaines. 2, c'est le plan de gestion des relations avec les parties prenantes. 3, c'est le plan de communication interne et externe. J'y reviendrai un petit peu. Mais ça, c'est un peu le dénominateur commun de ce que j'ai pu vivre avec les différentes équipes de gestion de projets, en fait. Hein. Voilà, voilà. Alors, les startups en France. Voilà des étudiants. En général, j'ai 15 nationalités dans mes classes. Comme vous les voyez ici, il y a des Russes, il y a des Ukrainiens, il y a des Allemands, il y a des Tunisiens, il y a des Colombiens, etc. C'est formidable. Alors, eux, oui, on travaille assez longuement, en fait, intensément sur la création de leur entreprise, n'est-ce pas? Alors, ce sont des entreprises, des startups qui se développent, en fait, dans le domaine culinaire, dans le domaine de l'Internet vert, en fait, avec des serveurs plus écologiques, dans le domaine aussi oui, alimentaire, culinaire, dans l'écologie, le traitement équitable des choses, en fait, des personnes, en fait, bon, voilà. C'est vraiment passionnant et je le fais dans toutes ces universités et certaines sont déjà, elles marchent déjà. Aussi, nous avons des jeunes qui vivent ici et maintenant et qui ont vraiment du mal à se projeter dans l'avenir, mais ce qu'ils font ici et maintenant, ils le font avec une haute performance et beaucoup de professionnalisme, du moment que ça ait du sens pour eux, n'est-ce pas? Alors, je passe au 4e sujet, en fait, qui m'habite très longtemps dans l'année, si vous voulez, en même temps que je travaille, c'est le Festival des terrasses du Bel-Air. Ça se passe dans un terrain que j'ai au pied des remparts médiévaux d'Avalon, en fait, avec une vue imprenable sur le Morvan. Ça fait 4 ans qu'on fait ça. On a une équipe de 30 personnes, de nombreux jeunes. On a des mentors. Vous voyez ici, il y a Patrick Polixen, c'est l'ancien manager pendant 20 ans de Maury Canté. Il fait partie de notre association. On a un programme assez bien ficelé. On a quelques sponsors, c'est pas facile de les trouver. On a les médias avec nous. Enfin, c'est un moment un vécu extraordinaire et tout cela, c'est à entrée libre, figurez-vous. Il n'y a aucun financement extérieur. C'est le fruit de la vente des empanadas argentines qui font un succès fou là-bas, du vin bourguignon, des boissons et le chapeau. Et on arrive à voir eh bien, le champion mondial de tango qui est venu 2 fois. On a Paris Piaf, on a du jazz, du rock avec des belles pointures et aussi des bons amateurs qui se rapprochent des professionnels. Je ne sais pas, mais en tout cas, c'est magique. Et là, on a des équipes de jeunes et ça marche aussi comme ça, ici et maintenant, en fait. Là, on tremble parce que le 27 novembre, on a été sollicité par un orchestre de Paris, en fait, d'une centaine de musiciens. Waouh, le 27 novembre, on nous a demandé d'organiser un concert en hommage de Camille Saint-Saëns. Ils vont jouer du Bach, du Corelli, ça se passe. Et j'ai choisi la première cathédrale gothique du monde, c'est la cathédrale de Sens, en Bourgogne. C'est là qu'on va faire ce concert-là. Waouh, 1000 personnes, est-ce qu'on aura les 1000 avec le pass sanitaire, machin? Bon, enfin, c'est un gros projet celui-là et là on est sur 2 plans, à gérer le projet en même temps à accompagner ces jeunes-là qui font la force de cette équipe. Voilà. Donc, qu'est-ce que j'ai appris de tout ça? C'est, bon, à propos de la culture adaptative, c'est d'abord accompagner nos gens pour mieux gérer les incertitudes et notamment les frustrations, n'est-ce pas? Et ayant dit ça, les accompagner aussi à réviser tout le temps leur copie, la vision et la stratégie qu'ils ont. Et elle ne peut pas être fixe. Elle peut changer 2-3 fois dans l'année, tellement ça change en fait. Hein. Le changement de paradigme des croyances, évidemment, bien sûr. Hein. Et enfin,
s'ouvrir à des nouvelles opportunités créatives, évidemment, ça c'est très très important, à multiplier leurs relations de confiance avec les parties prenantes, j'insiste beaucoup de ça. La semaine dernière, j'étais en République dominicaine. J'avais Orlando, le directeur financier de cette boîte, en fait, qui subit quand même des changements politiques très importants, des remplacements de gens, etc. Et il me disait, moi maintenant, avec cette totale incertitude, ce qui me reste à faire, c'est de étudier, de bien prendre conscience de tous les gestes qui m'entourent, de toutes les parties prenantes, tout mon entourage, je dois être très sensible à ce qui se passe pour pouvoir m'adapter à n'importe quel changement qui survient immédiatement. C'est intéressant ça. Et en même temps, je dois mettre en œuvre mon éveil, celui de mon équipe, toutes les opportunités créatives. Et donc, je vous assure, la semaine dernière, c'était impressionnant, la créativité qui a surgi de ces équipes résignées, en fait, à une situation peut-être pire pour eux dans l'avenir. Voilà, voilà. Alors, ce que j'ai appris aussi en termes d'accompagnement, c'est action de court terme à fort impact. Ne perdez pas votre temps, qu'ils fassent déjà ce qu'ils ont à leur portée, avec les moyens du bord. L'intelligence émotionnelle. Il n'y a pas que l'intellectuel. Il n'y a pas que la capacité de résoudre des problèmes. Il y a aussi la capacité de se relier à autrui, l'intelligence émotionnelle. Et attention, l'intelligence artificielle, elle s'en vient. Il faut vraiment modérer cette venue de l'intelligence artificielle. J'ai même entendu qu'il y a des plateformes de coaching artificielles, en fait, des mails qui viennent automatiques comme ça et qui se disent des mails de coaching. Enfin, c'est épouvantable et ça se passe en France. Donc, intelligence émotionnelle, le coaching réel, c'est ça, même si c'est distanciel, bien sûr. Valoriser l'interculturalité. Vous savez qui est mon maître, en fait, celui que je vais voir de temps en temps au grand auditorium de la Bibliothèque nationale de France, c'est François Julien. C'est un sinologue, c'est sans doute le philosophe le plus traduit au monde, et il travaille sur l'inter, la force de ce qui se passe entre, le creuset de la créativité, et il est là. Et il se pose la question si l'existence humaine n'est pas là, entre, plutôt qu'à l'intérieur de chacun. Voilà. Un focus sur les besoins des parties prenantes. Oui, je ne vous fais pas un dessin, c'est très important de se rapprocher et d'imaginer la manière et de planifier la manière dont on va gérer nos relations avec eux. Des équipes, oui, qui peuvent changer de géométrie variable. Il y aura des gens qui vont rentrer dans les équipes, des gens qui vont sortir. Il faut les préparer avant. Et enfin, et oui, on est en train de perdre le contact physique avec le Covid, etc. Donc là, qu'est-ce que j'ai fait la semaine dernière? J'ai fait les coachings de groupe et à la fin du coaching, je leur demandais d'écrire sur un petit papier, une demi-A4, quelles vont être les premières actions qu'ils vont mener chez eux et de signer, de mettre leur nom, la date, etc. Et de passer ce papier à leur compagnon d'à côté, le préféré, celui avec qui ils ont le plus de confiance, qui devient leur accompagnateur. Seulement par le fait qu'ils vont poser la question, qu'est-ce que tu as fait? Tu en es où par rapport à ce que tu t'es engagé avec toi-même? Ils vont la poser dans 15 jours peut-être. C'est ça. Aidons nous les coachs à faire de sorte que entre eux-mêmes, surtout quand on est à distance, ils arrivent à s'accompagner, même si ce n'est pas des coachs professionnels. Ce que j'ai appris aussi dans guider versus en fait administrer le personnel, c'est oui, guider, c'est un vrai leadership, celui d'une vision, d'une influence, d'une coopération, en fait, devenir un exemple. Aussi évaluer les individualités, les besoins de ces individus en espace, en temps, en rôle des jeunes, se prendre un peu de temps pour ça, n'est-ce pas? Développer et vraiment penser la rétention des jeunes. Parce que si le jeune est dans une entreprise qui fait peu de sens pour lui, il s'en va, n'est-ce pas? Et ces jeunes, ils sont censés être qualifiés et motivés, n'est-ce pas, pour faire la richesse de l'entreprise ou de l'organisation. Évidemment, je ne vous fais pas un dessin, n'est-ce pas? Communication et attitude coach, concentré, ouvert, attentif, connecté, hospitalier, n'est-ce pas? Comme nous dit Robert Dilts. Voilà. Et oui, le temps est quelqu'un qui n'aime pas qu'on fasse les choses sans lui. Prenez-vous du temps, aidez les gens à prendre du temps pour faire émerger ces pensées, ces perspectives claires parfois, même si c'est un peu trouble autour de nous, n'est-ce pas? Voilà, je fais pour terminer un petit rappel vraiment sur ces 3 domaines clés de la gestion d'un projet et notamment de demain. C'est très facile à retenir.
Plan ressources, principalement humaines. L'argent, c'est pas si difficile d'obtenir, même avec le crowdfunding, etc. Mais l'humain, le vivant, c'est ça. Comme dit Marie-Gabrielle Dinunzio, mon amie et coach et confrère, elle parle de l'humain. On est dans le vivant, évidemment. Et donc, plan de ressources, c'est fondamental. Plan de relation avec les parties prenantes, plan de communication interne et externe. Un petit focus, un petit clin d'œil pour le plan des parties prenantes, en confiance. Je crois que j'ai pris plus de 55 ans à me rendre compte ce que c'était les 4 dimensions de la confiance. Et je vous le partage. Un, c'est l'opportunité. C'est-à-dire quand je retrouve une partie prenante, j'explore avec cette personne les opportunités que nous avons. Quels sont les intérêts communs? Quels sont les intérêts de chacun? Quelle est l'épingle qu'on tire de notre jeu là-dedans? Quelles sont les alliances stratégiques? Ça a l'air de quoi? L'opportunité, la crédibilité. Et oui, les compétences, je crois en toi, je crois en ton expérience, je crois en nos expériences partagées. Oui, oui, oui. Et tout ça, on peut le mesurer, bien sûr, ça se mesure tout ça. La fiabilité, oui, bien que tu es crédible, je voudrais savoir si tu es fiable, si je suis fiable avec toi, n'est-ce pas? Et c'est en partageant des projets qu'on va se rendre compte si je peux compter sur lui ou sur elle, n'est-ce pas? Et donc, et les feedbacks positifs et de conseils, tout cet échange avec les gens qui parlent de la fiabilité, ben, il y a moyen de mesurer tout ça. Et enfin, oui, l'intimité, messieurs, mesdames, oui, il y a moyen de parler d'autre chose que d'un projet. Il y a moyen de parler de notre vie personnelle, partager nos passions, nos émotions, oui, les émotions partagées. Donc pour moi, c'est ces 4 niveaux, 4 pattes de la table qui s'appellent la confiance. Et si on n'a pas ces 4-là, on ne peut pas aller trop loin avec les parties prenantes qui sont quelque part nos bouées de secours dans le monde de demain, des bouées de sauvetage. Et pour conclure, mais vraiment très très simple, pour moi une entreprise ou une organisation de demain, en fait, c'est avant tout des gens interconnectés, efficaces et résilients, en fait, qui développent une culture organisationnelle adaptative au changement, oui, un accompagnement, oui, externe, interne, qui est tourné vers ce qui a du sens, ce qui sécurise, ce qui fait qu'on cherche et on obtient la reconnaissance, ce qui fait qu'on se sent intégré dans un groupe, ce qui fait qu'on se sent un peu plus autonome dans le travail qu'on fait et qui donne l'envie aux parties prenantes de le faire à leur tour. Hein. Et enfin, et je termine avec ça, un état d'esprit, quoi, avant tout. Chercher un état d'esprit. Hein. Et oui, et ben, oui, c'est bien du vivant dont on parle. Ce vivant où la valeur réside dans les valeurs et dans le bien commun. Je vous remercie beaucoup. Alors François, j'ai quelques questions. En tout cas, il y en a une que je vois là à l'instant. Alors, selon François, qu'est-ce qui est essentiel à sauvegarder dans l'homéostasie personnelle pour supporter cette quantité et vitesse de changement extérieur? C'est la maîtrise de soi, c'est la connaissance de soi. Vous savez, c'est pas par hasard que les gens font la méditation. Je fais une analogie entre la méditation et le coaching. C'est 3 choses la méditation. Je me reconnais à moi, je reconnais mon environnement, les autres, et je reconnais quel est mon lien avec les autres. Point barre. C'est ça. Après, il y a des considérations philosophiques, religieuses, etc. Mais c'est ça. Et dans le coaching, qu'est-ce qu'on fait quand on explore après avoir mis les assises d'une séance? C'est ça. C'est moi, c'est les autres, la situation et comment je me relie aux autres avant d'aller trouver des prises de conscience et passer dans le mouvement. C'est ça. Donc, plus on se connaît soi-même, plus on est capable de maîtriser et d'être homéostatique. Absolument. Pour moi, c'est ça. Alors, c'était une question de Sylvie. Alors maintenant, Mohamed demande quand et comment évaluer et revoir la vision? Quelle bonne question. Je ne me la suis jamais posée, mais dans une période d'1 an, ça m'est arrivé de travailler 3 fois sur la vision avec des entreprises. Quand et comment? C'est quand le changement est tellement important. Je vous donne un exemple pour la République dominicaine. On a un projet d'assistance technique, c'est-à-dire on a mis en place des expatriés, dont des Français, qui viennent accompagner des dirigeants locaux, des pairs.
et on gérait l'entreprise. On a fait des choses incroyables avec les gens. Il y a une motivation et à salaire égal. En fait. Tout s'est installé jusqu'au moment des élections. Tout d'un coup, on se retrouve avec des gens qui viennent euh, nous remplacer le personnel qu'on avait d'ailleurs formé, etc. 70% du personnel a été changé. Il y a eu le Covid en même temps. La crise, il a fallu gérer cette crise. Et aujourd'hui, bon, le Covid, c'est un peu moins. Les gens, les politiques ont compris un petit peu ce qu'on est en train de faire, mais bon, on est très sceptique sur le renouvellement du contrat. Les gens paniquent en ce moment. Eh bien, on a changé donc la vision plusieurs fois. Et la vision maintenant n'est pas du tout la même. Et vous savez quelle c'est la vision maintenant? C'est terminé en donnant le mieux possible, tout ce qu'on a à notre portée pour gérer cette entreprise au service du client, leur donner le plus d'eau possible jusqu'à la fin du contrat. C'est ça la vision qu'on a maintenant. La semaine dernière, on l'a révisée. Alors qu'avant, on était sur une période de 10-15 ans. Vous voyez, voilà. Donc, quand on voit des gros changements autour de nous, waouh, tout de suite, il y avait l'ancien CEO, je crois, de General Electric disait que lorsque les changements externes sont plus rapides que les changements internes, c'est que la fin est proche. Alors, Sophie nous demande, j'entends la peur de l'IA que je partage. Comment envisager notre rôle de coach avec ces nouvelles technologies? Oh, quelle question, waouh. C'est un peu comme le changement climatique. On va le freiner un petit peu, mais on ne va pas pouvoir le stopper. C'est pas possible. Donc, adaptons-nous à ce qui s'en vient. Donc, essayez de, avec les ressources qu'on a, de préparer notre adaptation à cette intelligence artificielle à bon escient et aller trouver derrière ça, comme on dit, derrière une contrainte, il y a toujours une opportunité, n'est-ce pas? Je pense que c'est ça. Se préparer, voilà. Et quand on s'en sort, c'est pas la chance, hein. Parce que la chance, entre guillemets, c'est simplement la rencontre entre l'opportunité et la préparation. Donc on se prépare, quoi. Alors, Mathieu demande, connaissez-vous les équipes autonomes dans l'aide à domicile, Budzorg aux Pays-Bas, l'humain d'abord en France, qui sont pour moi les organisations de demain? Et si oui, qu'en pensez-vous? Je ne les connais pas trop, en fait. Je vois beaucoup d'organisations qui sont en train d'émerger un peu dans cette direction. Ce que j'en pense, c'est que c'est de la connexion entre le vivant et dans le vivant, c'est formidable. C'est ce qu'on a à faire, en fait, parce qu'on a un potentiel énorme. Et le monde de demain peut être absolument formidable. Ça dépend de nous, quoi. Il y a quelqu'un qui disait, si tu veux que les choses changent, ben change quelque chose, quoi. Et donc chacun, on a notre part là-dedans. Et je pense que ce type d'assistance, de connexion est bonne, si j'ai bien compris la question, hein. Alors, Isabelle nous demande, à votre avis, est-ce que le coaching individuel sans coaching d'équipe dans une entreprise fait encore sens? Ça dépend des cas. C'est pas une réponse de Normand que je veux vous donner, mais c'est vrai qu'il y a des situations où un coaching individuel est indispensable. Dans cette intimité formidable qu'on peut trouver avec un client en solo. Euh, Maintenant, je vous avoue, de plus en plus, je pense que le coaching de groupe et d'équipe qui me passionne absolument, où il y a encore plus de créativité parce que les uns inspirent les autres, et je pense que ça s'impose petit à petit. Et en plus, c'est plus démocratique, ça atteindra d'autres sphères de l'entreprise, donc aller plus je dirais, vers les opérateurs, les gens du terrain, n'est-ce pas, le front line. Ça implique bien plus de monde et donc à terme, je crois que pour des raisons d'impact interne et pour des raisons d'économie, parce qu'on ne peut pas payer du coaching individuel pour tout le monde, euh, j'y crois énormément, ce coaching de groupe et d'équipe. Alors, on a énormément de réactions. Donc, merci François de la part. Bon, il y en a beaucoup, hein, ça défile. Il faut savoir que
Voilà, ça n'arrête pas, donc je vais essayer d'attraper quelques réponses. Donc, merci beaucoup François, nous dit Isabelle. Il y a Marie-Louise qui nous écrit: quelle sagesse, une inspiration pour moi. Martine nous dit: je suis complètement en accord avec ce que François nous a présenté ce soir. Merci pour cette excellente présentation. Ça continue, ça continue. Un grand merci, François, pour cette présentation colorée et teintée de passion pour l'accompagnement des équipes de projet de demain. Alors, j'aimerais également remercier Nefissa Karboul qui a répondu à toutes vos questions techniques. Nefissa est ambassadrice ICF Synergie pour la Tunisie et elle est également présidente de l'ICF Tunisie. Bonsoir Nefissa, comment ça s'est passé ce soir? Bonsoir François, bonsoir Yotis, bonsoir les synergiennes et synergiens. Ça s'est très bien passé ce soir. Nous avons eu énormément de monde et effectivement beaucoup de félicitations te concernant François. Les participants ont beaucoup aimé les dessins, tellement parlant là les dessins de la part de Elsa. Excellente imagerie animée, j'adore. Merci François pour la créativité de la part de Olga. Et puis également très intéressant, comme vient de dire aussi Yotis, il y a beaucoup de remerciements. Merci François, vraiment merci beaucoup pour cette présentation très inspirante de la part de Sylvie. Énormément de compliments et effectivement beaucoup ont aimé vraiment les dessins. Excellent et vraiment j'adore les dessins. Merci Nefissa. Nous vous remercions d'avoir assisté à ce webinaire. Nous espérons que ce webinaire vous sera utile pour l'accompagnement des équipes de projet de demain et que ce sujet vous aidera au développement de votre pratique de coach. Si la réponse est oui, mettez un petit pouce bleu sous cette vidéo pour nous envoyer un peu d'ocytocine et augmenter nos niveaux de dopamine. Mettez des petits cœurs un peu partout. Quelques commentaires et voilà comment nous faire plaisir tout simplement. Et si vous voulez être informé de la mise en ligne de nos nouvelles vidéos, cliquez sur la petite cloche. Au nom de toute l'équipe de l'ICF Synergie, je vous dis merci. Rayonnement, synergie, ouverture, bienveillance, partage, coaching, tous ces mots définissent nos actions. Ils définissent également notre vision qui est que notre communauté francophone participe activement et internationalement au rayonnement du coaching et puisse ainsi contribuer à l'émergence d'un monde meilleur. Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne journée ou une excellente soirée où que vous vous trouviez. Et François, je te laisse le mot de la fin. Eh bien, comme coach et accompagnateur d'équipe de projet, il y a un mot qui me vient à l'esprit que je partage souvent avec mes apprentis coachs, c'est que cette pratique, c'est un acte d'amour. Gérer un projet, c'est un acte d'amour. Comme quand on fait une bonne cuisine et on a des invités, c'est un acte d'amour. Et comme biologiste, j'ai envie de vous dire, un coach est dans l'ombre d'un grand arbre. Voilà. Merci François. Merci Nefissa. Merci à vous toutes et tous. Au revoir. Merci à toutes et tous aussi. Merci Yotis.